within the time. Now I will invite the distinguished permanent representative of Morocco. You have the floor. Je vous remercie, Monsieur le Président. Permettez-moi tout d'abord de vous exprimer les chaleureuses félicitations de ma délégation pour votre élection à la présidence de cette commission. Nos remerciements s'adressent également aux honorables membres du Bureau. Monsieur le Président, le Sahara a été marocain depuis l'aube des temps et il restera marocain jusqu'à la fin des temps. Qu'il soit clair pour qui veut l'entendre que les efforts du Maroc et sa volonté pour mettre fin à ce différend régional n'ont pour point de départ et finalité que cette évidence ancrée dans l'âme du peuple marocain de Tanger à la Guéra. Les Marocains, la marocanité du Sahara est une évidence historique, politique, géographique, humaine, religieuse et juridique. L'histoire est têtue et ne saurait nullement être remodelée au gré des interprétations fallacieuses et à géométrie variable des principes par les uns, des intérêts géopolitiques des autres et des visées hégémoniques de certains. En effet, victime d'une colonisation plurielle, aussi bien dans l'espace que dans le temps, le Royaume du Maroc, pays avec une riche histoire qui remonte à plus de 12 siècles, a dû tantôt batailler héroïquement, tantôt négocier durement pour recouvrer son intégrité territoriale. Ce processus de recouvrement, par la négociation des différentes parties du Royaume du Maroc, a été singulier dans l'histoire onusienne de la décolonisation, car il a débuté en 1955 et a duré jusqu'à la récupération du Sahara marocain en 1975. Le Royaume du Maroc célébrera ce vendredi, dans la liesse, la fierté et la conviction inébranlable dans ses droits légitimes sur ses provinces du Sud, le 45e anniversaire de la glorieuse Marche verte. Cet événement sacré qui a permis au Maroc de récupérer pacifiquement ses provinces sahariennes constitue une épopée historique gravée dans la mémoire du peuple marocain. Le Royaume du Maroc, conformément aux résolutions de l'Assemblée générale, a négocié et signé le 14 novembre 1975 avec l'Espagne l'accord de Madrid par lequel il a récupéré ses provinces sahariennes. Cet accord a été déposé le 18 novembre 1975 auprès du secrétaire général de l'ONU et entériné par l'Assemblée générale dans sa résolution 3458-B du 10 décembre 1975. N'en déplaise à certains, le différend régional sur le Sahara marocain est une question d'intégrité territoriale du Royaume du Maroc et nullement de décolonisation. Aussi, à travers l'accord de Madrid, le Royaume a-t-il définitivement mis fin à la colonisation de son Sahara et scellé irrévocablement son retour à la mère patrie dans le plein respect de la Charte des Nations Unies et de la légalité internationale. Monsieur le Président, cette commission a raisonné tout au long de ce mois d'octobre des déclarations des États membres des 5 régions du monde soutenant le processus politique onusien visant à parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique, durable et de compromis aux différends régionaux sur le Sahara marocain. Ces délégations ont exprimé leur conviction dans la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud et appuyé fermement l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc, dont le sérieux et la crédibilité ont été consacrés par la communauté internationale et demeure la seule et unique solution à ce différend. Le Royaume du Maroc réitère ici son ferme attachement au processus politique mené sous l'égide exclusive de l'Organisation des Nations Unies conformément aux résolutions adoptées par le Conseil de sécurité depuis 2007. Ces 17 résolutions, y compris la dernière, la 2548, adoptée le 30 octobre 2020, ont toutes établi la base de la solution politique aux différends régionaux sur le Sahara marocain, unanimement consacrée et endossée par le Conseil de sécurité et la communauté internationale, à savoir 1. La solution ne peut être que politique, réaliste, pragmatique, durable et de compromis. 2. La prééminence de l'initiative d'autonomie comme solution sérieuse et crédible à ce différend régional. Cette initiative est conforme au droit international, tient pleinement compte des spécificités de la région du Sahara marocain et octroie aux populations de cette région de très larges prérogatives dans tous les domaines. 3. L'exigence de la participation de toutes les parties prenantes au processus politique onusien jusqu'à son aboutissement. 4. Le processus des tables rondes avec ses 4 participants, le Maroc,
l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario est l'unique cadre pour parvenir à une solution politique, réaliste, pragmatique, durable et de compromis. Le processus politique a connu un élan qualitatif et un momentum positif suite à la tenue de 2 tables rondes à Genève les 4 et 5 décembre 2018 et 21-22 mars 2019 sous la facilitation de l'ancien envoyé personnel, le président Horst Köhler. Ces tables rondes ont été empreintes de respect mutuel et connues de discussions de fond. Les 4 participants se sont mis d'accord pour réunir dans le cadre d'une 3e table ronde dans le même format et selon les mêmes modalités de celle de Genève. À cet effet, le prochain envoyé personnel devra reprendre là où son prédécesseur s'est arrêté. Monsieur le Président, nous avons également entendu, durant le débat de la Commission, quelques très rares pays se référer encore au référendum. Assez nostalgique de l'ère de la guerre froide, qui rame à contre-courant des décisions de la communauté internationale, je voudrais leur rappeler que le référendum n'est nullement un principe du droit international. Bien plus, la Charte des Nations Unies, ni la Charte des Nations Unies, ni la 1514, ressassée par ces mêmes délégations, ni la 1541, ni la 26-25, n'y ont fait la moindre référence. En outre, s'agissant tout particulièrement de la question du Sahara marocain, il convient de souligner que l'instrument du référendum est bien mort et enterré depuis plus de 2 décennies. On ne peut nullement ressusciter les morts. Ce n'est pas uniquement la position du Maroc, mais c'est celle du secrétaire général des Nations Unies, du Conseil de sécurité et de l'ensemble de la communauté internationale. En effet, primo, le secrétaire général de l'ONU a conclu à l'inapplicabilité du plan de règlement et donc du référendum dès l'année 2000 dans son rapport 2131 para 32 dans lequel il a déclaré, je cite, « En dépit des efforts considérables qu'il a déployés sous l'autorité de plusieurs représentants spéciaux successifs, il n'a pas été possible pendant toute cette période, près de 9 ans, d'appliquer dans son intégralité quelques dispositions principales du plan de règlement, que ce soit à l'exception de la surveillance du cessez-le-feu. » Fin de citation. Et ce, en raison, je cite, de divergences fondamentales de vues entre les parties au sujet de l'interprétation de ces dispositions principales. Fin de citation. Depuis ce rapport, plus aucun secrétaire général de l'ONU ne s'est plus référé au référendum comme voie pour résoudre ce différend régional. Secondo, aucune des 34 résolutions du Conseil de sécurité depuis 2001 ne mentionne ou ne fait la moindre référence au référendum. Le Conseil ayant définitivement et irrévocablement opté pour la solution politique, réaliste, pragmatique et de compromis comme seule issue aux différends sur le Sahara marocain. Tertio, à tous ceux qui feignent l'oublier, l'Assemblée générale a définitivement délaissé le référendum depuis 18 ans, y compris la résolution que l'on adoptera à l'issue de nos débats dans cette commission. Monsieur le Président, le Maroc a fait le choix de se tourner vers l'avenir au lieu de stagner dans le passé. Bien que fortement attaché au processus politique onusien, mon pays a pris la ferme décision de ne pas attendre son aboutissement pour assurer le développement socio-économique, politique, culturel de son Sahara, comme d'ailleurs pour toutes les autres régions du Royaume. À l'instar des autres populations dans le monde, celle du Sahara a, elle aussi, légitimement droit au développement, droit consacré par tous les pactes, conventions et instruments du droit international. C'est dans ce cadre que mon pays favorise depuis le recouvrement de ces provinces du Sud l'émancipation tout azimut de ces régions. Les faits, les chiffres et les réalisations sont là pour attester de l'essor spectaculaire et multisectoriel du Sahara et qui place ces provinces du Sud du Royaume non seulement parmi les régions les plus développées du Maroc et du Maghreb, mais également de l'ensemble du continent africain. Aussi, le Maroc accorde-t-il une attention particulière à la participation des populations locales, à tous les niveaux, à la prise de décision pour les questions qui les concernent. Ainsi, les populations du Sahara marocain ont élu leurs représentants légitimes au niveau local et national lors des échéances électorales de 2015 et de 2016. Forts de leur légitimité démocratique acquise par les urnes, les représentants des populations du Sahara marocain, toutes et tous originaires de la région, participent dans les réunions, conférences et forums internationaux
pour porter la voix des populations du Sahara. Ce fut le cas durant les 2 tables rondes de Genève, les sessions de la 4e commission et du C24, y compris ces séminaires régionaux et les différentes réunions de consultation avec l'Union européenne pour la négociation des accords agricoles et de pêche signés entre le Maroc et l'Union européenne. L'année 2020, bien que perturbée par la pandémie, le Covid-19, a été charnière pour la région du Sahara, qui a abrité des conférences et manifestations à caractère international, consacrant ainsi la pleine reconnaissance par la communauté internationale de la marocanité du Sahara. À titre d'exemple, 1. L'ouverture des consulats généraux par 15 pays africains au Sahara marocain. En l'occurrence, l'Union des Comores, Gabon, Sao Tomé et Principe, République centrafricaine, Côte d'Ivoire, Burundi, Royaume-Eswatini, la Zambie, à l'Aïoun et d'autres pays africains, la Gambie, la Guinée, Djibouti, Libéria, Burkina Faso, Guinée équatoriale et Guinée-Bissau à Dakhla. De même, les Émirats arabes unis ont annoncé l'ouverture imminente de leur consulat général à l'Aïoun. D'autres pays de différentes régions du monde ouvriront prochainement leur représentation consulaire dans les provinces du Sud, ce qui permettra de renforcer davantage les relations économiques, commerciales et humaines du Maroc avec l'ensemble de l'Afrique, le monde arabe et la communauté internationale en général. 2. La tenue à l'Aïoun en février 2020 du 3e Forum Maroc-États insulaires du Pacifique, qui a renforcé les liens de partenariat et d'amitié que le Maroc entreprend avec ces pays, dans le cadre d'une coopération sud-sud agissante et mutuellement bénéfique. Dans la déclaration de l'Aïoun adoptée lors de ce forum, les participants ont affirmé solennellement que la région du Sahara fait partie intégrante du territoire marocain et considéraient que l'initiative marocaine d'autonomie est la seule et unique solution aux différends régionaux sur le Sahara marocain. 3. L'organisation à l'Aïoun en janvier-février 2020 de la 6e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de futsal, avec la participation de 6 délégations africaines. 4. L'accueil par la ville de Dakhla de plusieurs grands événements comme l'étape annuelle du championnat mondial de kitesurf ou le Festival international de la mode africaine. Monsieur le Président, il y a 5 ans, le nouveau modèle de développement du Sahara marocain, lancé par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a vu le jour avec un budget... You should start winding down. A few more seconds to wind down. Excuse me? A few more seconds to wind down the statement. Je suis en train de discuter d'une question que plusieurs délégations ont abordée durant 1 mois. Et le Maroc n'a pas usé de son droit de réponse. Et c'est pour cela que le Maroc demande à ce qu'il termine son intervention. Si nous avions utilisé notre droit de réponse, nous aurions pris plus de temps, mais nous avons privilégié de nous limiter à une seule déclaration où, de toutes les façons, nous n'attaquons personne, ne répondons à personne, mais nous informons la Commission. Le Maroc est concerné par une question. Nous ne parlons pas dans les généralités. Il y aura une résolution sur le Sahara marocain. Alors, le Maroc ne peut pas être traité sur le même pied d'égalité que les autres pays qui n'ont aucune question qui est discutée ici. En plus, chaque fois que la question est débattue à la 4e commission, aussi bien moi que la délégation qui va me suivre ont le temps d'exposer leur point de vue. Donc, je voudrais solliciter votre aimable compréhension pour me permettre, il me reste une petite page et demie et j'ai terminé. Your Excellency, you are not the first speaker I have reminded of the time. So actually, you are almost the first speaker that I've allowed to even exceed by 2 minutes. So bear with me. I'm doing what I've been doing with everybody else. It's not specifically to you. You are lucky that I've allowed you to go beyond 2 extra minutes. Please, a few more seconds to wind down. And then the right of replies is a different category which we'll come to later on. Monsieur le Président, je revendique le droit de terminer mon intervention. Ça a été le cas toutes ces années. Et ce n'est pas cette année-là que vous allez me priver de terminer mon intervention. Je vous remercie de votre aimable compréhension.
Il y a 5 ans, le nouveau modèle de développement du Sahara marocain, lancé par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a vu le jour avec un budget de 8 milliards de dollars. Dans ce cadre, de nombreux projets d'investissement colossaux ont vu le jour au Sahara marocain. Il s'agit d'universités, cités de métiers, hôpitaux, bibliothèques, piscines olympiques, théâtres, terrains de sport et autres. Aussi, la ville de Aïoun a-t-il remporté ces dernières années plusieurs prix de sécurité environnementale et de verdissement attribués par l'Organisation des villes arabes. Par ailleurs, face à la pandémie Covid-19, le Maroc a adopté des mesures urgentes visant à contenir la propagation du virus dans toutes les villes, y compris au Sahara marocain. Ainsi, les provinces du Sud ont eu l'un des taux les plus faibles de contamination au niveau national. Comme vous pouvez le constater, la vie au Sahara marocain est marquée par le développement socio-économique, l'émancipation politique et la pleine jouissance des droits de l'homme et des libertés. Monsieur le Président, alors que les populations du Sahara marocain vivent dans la quiétude et la prospérité et jouissent pleinement de tous leurs droits, nos concitoyens séquestrés dans les camps gérés illégalement par la loi du Polisario continuent d'être privés de leurs droits les plus élémentaires. En effet, le Polisario, groupe armé séparatiste lié au terrorisme dans la région sahélo-saharienne, fait régner la terreur parmi ces populations civiles, alors que ses dirigeants amassent des fortunes et s'enrichissent en détournant l'aide humanitaire. La communauté internationale ne peut rester silencieuse au cri de détresse de ces populations. Il a l'obligation de les sauver des affres du Polisario et leur donner la liberté de retourner à leur mère patrie, le Maroc. Il se doit également de leur accorder un droit fondamental qui leur est reconnu par le droit international humanitaire. L'enregistrement de ces populations n'est nullement une opération politique, mais une exigence humanitaire et une obligation statutaire qui n'a que trop tardé et qui doit être mise en œuvre dans les plus brefs délais. Il y va du respect des droits élémentaires de ces populations. Enfin, je voudrais réitérer l'attachement du Maroc. Mr. Ambassador, can you conclude the statement? I'm finishing. Don't worry. Je voudrais réitérer l'attachement du Royaume à la solution politique réaliste, pragmatique, durable et de compromis à la question du Sahara marocain. L'autonomie dans le cadre de la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale est la seule et unique solution à ce différend. Pour conclure, et dans le cadre du respect par mon pays du principe sacro-saint de l'intégrité territoriale, je voudrais réitérer l'appui fort et constant du Maroc au droit légitime des Émirats arabes unis pour le recouvrement de leur intégrité territoriale et leur pleine souveraineté sur les 3 îles émiraties occupées de Petite et Grande Tombe et Abou Moussa. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour votre aimable compréhension.